Je pense qu'au-delà de gagner de l'argent, il faut aussi être heureux. Et je pense que c'est ce bonheur-là dont j'étais à la recherche en rentrant en fait. En Occident, vous avez beau être performant et gagner de l'argent, il y a certains respects qu'on ne vous donne pas. Vous avez un plafond de verre. Vous rencontrez souvent des obstacles dont vous ne comprenez pas, peut-être juste à cause de votre couleur de peau. Depuis que je suis parti du Cameroun, j'ai toujours eu envie de rentrer. Déjà que quand je suis arrivé en Occident, j'ai pas vraiment été habitué à souffrir. Parce qu'il faut regarder, les Africains font les tâches que les Blancs ne veulent pas. Moi je dis, ce n'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais simplement sachons où on part. Parce que souvent on est prêt à souffrir plus là-bas que de vivre la même souffrance là ici. Parce qu'on juge que c'est chez nous et donc on ne doit pas souffrir. Mais chez les autres, on est prêt à souffrir. La technologie, pour nous en Afrique, n'est pas encore au même niveau d'évolution que les autres. Et je le dis souvent parce que nous on fait de très grandes études en informatique, même déjà au Cameroun, on fait de très bonnes études en informatique. Mais sauf que derrière, le peuple n'est pas forcément en attente de ça en priorité. On va toujours venir avec des systèmes. Mais nous ne sommes pas encore à une économie de la productivité. Nous sommes à une économie où il faut occuper les gens. On n'est pas au niveau des Occidentaux où ils veulent une optimisation pour réduire les coûts. Nous, ici, chez nous, sommes encore là où il faut donner le travail aux gens. Diran, Oui. On dit que tu as fait des millions d'euros en vendant des formations cloud et DevOps. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas qui l'a dit, mais sûrement il n'avait pas l'information exacte. On s'est rapproché du million d'euros parce que désormais sur les réseaux, c'est important de pouvoir donner des éléments vrais parce qu'on peut toujours les vérifier. Donc on s'est effectivement rapproché du million d'euros en proposant des formations cloud et DevOps, soit en ligne, soit en présentiel, notamment dans les organismes ou dans les centres de formation et les entreprises. Voilà. Donc on s'est rapproché. C'est un travail de longue haleine qui nous a pris 3-4 ans, mais voilà, on ne va pas dire qu'on fait 10 millions d'euros chaque année, non, pas du tout. Et comment tu as commencé ce business-là? Et puis, c'est quoi le DevOps pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le DevOps, moi, je suis informaticien à la base et donc je me suis spécialisé dans une discipline qui vise à améliorer notamment la capacité à produire une application et ainsi qu'à la délivrer, donc à permettre aux gens de l'utiliser. Donc, il y a beaucoup d'automatisation, d'industrialisation et c'est ce qui m'a donc amené par la suite à donner des formations dans ce domaine parce qu'il y avait très peu de formateurs et donc je faisais partie des premiers sur le marché. Du coup, j'ai profité de cela pour pouvoir du coup être référencé un peu partout et on a donc aussi pu avoir des accréditations qui nous ont permis de toucher à des financements de l'État et c'est là où vraiment il y a un énorme bench. Je pense que tu as peut-être entendu parler du CPF, ce genre de choses, compte personnel de formation. Ben, ce sont effectivement des budgets qui sont mis à la disposition et c'est vraiment là où les gens se sont fait effectivement beaucoup d'argent à ce moment-là. Et c'est aussi comme ça que j'ai lancé ma plateforme en ligne qui est easytraining.fr où on forme des gens un peu de partout. Voilà. Effectivement, j'ai entendu parler du CPF récemment justement parce que tu faisais une critique aux formations de Philippe Simon. Oui, oui. Et certaines personnes, d'ailleurs moi je me suis dit, mais Diran, toi tu vends les formations et tu attaques ton confrère vendeur de formation. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que concernant l'échange que j'avais avec Philippe Simon, bon, il avait demandé à ce que l'on puisse venir et critiquer ce qu'il proposait. Donc moi déjà j'apprécie le travail qu'il fait. Je lui ai dit effectivement que si ce n'est que dans la partie vidéaste et motivation, elle est très bonne. Mais dans la partie formation, je pense qu'il y a à redire. Parce que ce n'est pas normal que j'ai des amis qui ont fait ces formations, mais personne n'est capable de me dire qu'il a apprécié ou aimé sa formation. C'est-à-dire que personne ne me recommande ces formations. Mais est-ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas apprécié? Oui. Et je dis bien, il y en a qui peuvent arriver aux mains avec lui s'il le voit. C'est à ce niveau-là, en fait. C'est même pour ça que je suis monté sur son panel. Donc, je ne veux pas ici créer la polémique ou quoi que ce soit, mais je dis bien, je ne trouve personne qui me dise, qui peut me recommander sa formation ou qui ait apprécié la formation. Donc, je pense qu'au début, quand Philippe a commencé, il y avait un manque de process. Et c'est donc là où on est donc venu à parler notamment des process de formation. Et je lui ai expliqué que moi, en tant que formateur, je pense que ce qu'il proposait avait des manquements et il doit l'admettre. Parce que dans le monde de la formation, il y est entré comme un influenceur. Et derrière, il a appris à améliorer ses processus. Mais ça veut dire qu'il a lésé des gens au début, des gens qui continuent à se plaindre. Donc peut-être que ces formations sont carrées maintenant, mais il doit reconnaître que c'était mal fait avant. Et tout simplement rembourser, parce que ceci, ça le problème, c'est qu'il ne remboursait pas les gens. Donc quand moi je parle de formation, je parle entre guillemets en tant qu'autorité aussi, parce que j'en ai fait beaucoup de formations en France. Et quand je dis souvent qu'on est leader pour les formations de mon domaine en France, c'est bien parce que nous le sommes. On a été les premiers à animer ces formations-là en France. Donc du coup, c'est pour ça que dans le monde de la formation, il pouvait difficilement tenir vraiment le langage, parce qu'il y avait beaucoup de limitations dans ce qu'il proposait. Et typiquement, les formations CPF, ce n'est pas pour faire de l'élevage au Cameroun ou en Afrique, etc. C'est pour faire des formations certifiantes pour des métiers nécessaires en Occident. Et du coup, beaucoup de gens ont détourné effectivement ces financements-là pour proposer d'autres types de formations. Mais est-ce que c'est illégal?
Oui, c'est illégal. Mais sauf que l'État n'a pas le temps de courir derrière toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça que l'État essaie de verrouiller au fur et à mesure les règles pour pouvoir profiter de ces financements-là. Et ensuite, il m'a retorqué en me disant, oui, mais Diran, toi-même, tu n'es plus sur cette plateforme-là. Donc ça veut dire que toi-même, tu faisais le faux. Je lui ai dit non. Quand j'ai eu l'accréditation, il me fallait la renouveler. Sauf que la logistique qu'il faut désormais pour pouvoir être accrédité, cela me prenait trop de temps. Il n'y avait plus forcément un gain à ce que je le fasse. Donc, j'ai décidé simplement qu'on me résilie cela, mais ça ne veut pas dire que je faisais le faux. Les formations que je proposais étaient essentiellement des formations techniques. Or, lui, ce qu'il proposait, c'était sous le couvert d'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il y avait un produit au niveau du CPF qui s'appelait entrepreneuriat. L'État, pour lui, c'était qu'on devait apprendre à des gens à faire des métiers et à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est devenu le fourre-tout. Et c'est là qu'on a retrouvé les influenceurs qui vendaient les formations dropshipping, e-commerce, etc. Mais si l'État n'a pas pris le temps d'encadrer ce qu'on met dans l'entrepreneuriat, c'est normal que... les gens en profitent, je suis d'accord, mais on a le droit de critiquer. Et c'est pour ça que les gens qui se faisaient contrôler par rapport au CPF, c'était à 99% des gens qui faisaient des formations de création entrepreneuriat. Parce que derrière, il n'y avait pas de validation. Alors que nous qui proposions des formations techniques, on ne pouvait pas être accrédité tant qu'un organisme qui avait fait valider cette certif-là nous accrédite, nous. Donc pour lui, effectivement, c'était plus facile et les gens s'engouffraient. Mais il n'était pas le seul à le faire. Mais on dit simplement un fait. C'est que derrière, tu dis que tu vas former les gens en entrepreneuriat et tu parles de faire des formations poulet, etc., immobilier, Afrique et tout le reste. Ce n'était pas juste. Mais c'est aussi de l'entrepreneuriat. Oui, mais on ne finance pas pour ça, effectivement. Donc c'est pour ça que je dis, il y avait un peu cette incompréhension-là et cet usage détourné de ce financement. Mais comme je dis, c'est sûrement amélioré dans ce qu'il faisait et au niveau même de son process, il y avait des choses qui n'allaient pas. Typiquement, il proposait, en fait, il mettait un lien qui amenait vers un formulaire. En fait, ça ne suivait pas les règles et le canevas du CPF. Okay. C'est un peu ça, en fait. Ok, je comprends. Bon, anyway, malgré ce succès-là que tu as eu en France, tu dis souvent que Ben allait te tuer. C'est pour ça que tu es rentré au Cameroun. Oui. Je pense qu'au-delà de gagner de l'argent, il faut aussi être heureux. Et je pense que c'est ce bonheur-là dont j'étais à la recherche en rentrant, en fait. Ce qui fait que en Occident, vous avez beau être performant et gagner de l'argent, il y a certains respects qu'on ne vous donne pas. Vous avez un plafond de verre. Vous rencontrez souvent des obstacles dont vous ne comprenez pas, peut-être juste à cause de votre couleur de peau. Surtout en France. Surtout en France, effectivement. Surtout en France. C'est vrai que je ne connais pas les autres pays, mais en France, vraiment, vous vous rendez compte que vous êtes jugé de par la couleur de peau. Mais ce n'est pas brutal, c'est doux. C'est-à-dire qu'on ne vous le dit pas ouvertement, mais vous sentez que certaines portes, en fait, vous sont fermées. Et c'est même ça qui m'a amené déjà à passer freelance. Ça veut dire que lorsque je termine mes études, je passe très rapidement freelance parce que je me rends compte, en fait, que je trouve pas ma place dans les entreprises traditionnelles et que je préfère être à mon compte. Comme ça, on ne me juge pas. Quand on a besoin de moi, on m'appelle. Quand on n'a plus besoin de moi, mieux vaut qu'on me laisse partir. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et donc, je voulais avoir une vie qui était beaucoup plus agréable, où je suis reconnu à ma juste valeur et où je suis avec les gens que j'aime, en gros. Parce que moi, je n'ai pas forcément de famille en Occident. Donc, ma famille est essentiellement au Cameroun. Donc, je me suis dit, bon, désormais, j'ai les moyens de pouvoir vivre une meilleure vie et être heureux au Cameroun. Mais pourquoi rester, me faire fouetter que de rentrer comme un esclave, que de rentrer chez moi tranquillement. Ok, je comprends. Mais là, du coup, dans ton business, le corps de ton business, c'est que tu es dans un environnement justement où les entreprises investissent beaucoup dans la technologie, où ils voient une valeur ajoutée. Tout à fait. Et là, tu quittes de là, tu viens d'un environnement où on a l'impression que c'est le village, parce que disons, la priorité, tout à fait. Ce n'est vraiment pas la priorité. Comment tu fais ce shift-là, en fait? Alors, ce qui est particulier aussi, c'est que nous proposons essentiellement des services en ligne. Ça veut dire qu'en Occident, on donnait les formations en présentiel dans les organismes de formation et dans les entreprises, mais on avait également une plateforme que je montais au fur et à mesure et qui, elle, me permettait de toucher des gens aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en France, en Belgique, un peu partout en francophonie et aussi en Afrique. Donc, ça veut dire que ma mobilité n'est pas restreinte, effectivement, par rapport à l'activité que je mène. Donc, je peux être au Cameroun et continuer à desservir mes clients, même pour des prestations. Donc, ce qui fait que ce qui a peut-être été affecté par mon retour au Cameroun, c'est essentiellement les prestations que je faisais en présentiel. Mais elles ne représentaient peut-être que 30% de mon activité. Donc, par rapport au confort de vie que j'ai, vraiment, je suis prêt à laisser tomber ces 30% de chiffre d'affaires-là. Voilà. Et ici au Cameroun, est-ce que, malgré la perception des gens, tu arrives quand même à développer un marché ici, même peut-être avec les grosses PME, les grandes boîtes, est-ce que tu as quand même pénétré ce marché-là? Voilà, tu as précisé les grandes boîtes, parce que la technologie, pour nous, en Afrique, n'est pas encore au même niveau d'évolution que les autres. Et je le dis souvent, parce que nous, on fait de très grandes études en informatique, même déjà au Cameroun, on fait de très bonnes études en informatique, mais sauf que derrière, le peuple n'est pas forcément en attente de ça en priorité. Nous, nos besoins, et c'est ce que je dis toujours, les gens veulent se loger. C'est la vie du poulet. Ils veulent se vêtir, ils veulent manger, ils veulent se divertir, ils veulent le courant, l'électricité et de l'eau. Donc, face à un
tel peuple, en fait, c'est difficile de dire qu'on va amener la digitalisation complète. Donc, ça veut dire qu'en rentrant, je savais déjà que je n'allais pas forcément apporter des produits grand public et que ma clientèle, c'est essentiellement les grands groupes. Parce que c'est eux qui ont cette contrainte-là. Parce que notamment, ils doivent être ISO 2000, machin, et aussi travailler avec des organismes internationaux qui ont besoin aussi d'avoir une même façon de communiquer. Donc, que leur système soit compatible avec les leurs. Donc, forcément, ils ont le budget. Et quand on fait dans la technologie, on ne peut pas... Étant donné que les entreprises qui nous intéressent, c'est les banques, les assurances, éventuellement les BTP, éventuellement, hein, et une quatrième catégorie dont j'ai oublié le nom. Mais voilà. La grande distribution. La grande distribution, oui, mais je ne les sens pas vraiment très digitalisés parce que peut-être la population ne demande pas ça. Typiquement, quand je vais faire un achat, tu as par exemple des points de vente. Ben, moi, par exemple, je vois par exemple que vous avez une application que je peux utiliser et aller, par exemple, commander mes livres. Peut-être pas la digitalisation, mais au moins l'optimisation des process internes. Oui, mais très peu d'entreprises vraiment sont dans une certaine optimisation. Et c'est ce que je disais à des amis, c'est qu'on va toujours venir avec des systèmes. Mais nous ne sommes pas encore à une économie de la productivité. Nous sommes à une économie où il faut occuper les gens. C'est ça le problème que nous on a. On n'est pas au niveau des Occidentaux où ils veulent une optimisation pour réduire les coûts. Nous, ici, chez nous, sommes encore là où il faut donner le travail aux gens. Il y a trop de gens au chômage. Ce qui fait que moi, en tant que patron, si j'ai 10 employés, vous me dites qu'on va mener un logiciel qui va m'enlever 3 employés, vous enlevez même ma capacité à négocier avec le gouvernement si j'ai un redressement. Ça veut donc dire que j'ai besoin des gens qui vont aller faire une tâche répétitive qui n'apporte aucune valeur, mais qui sont quand même là. Ce qui fait qu'on va trouver... de l'argent. Qui t'appelle, effectivement, parce qu'on est dans une économie où il faut occuper les gens. On ne vient pas demander à une entreprise que vous avez combien de logiciels comme performance. Ce n'est pas ça qu'on demande au Cameroun. Non. On ne demande pas combien d'emplois vous avez réussi à supprimer grâce à votre super logiciel. Non. On dit tu as combien d'employés. Donc si tu as 100 employés que tu payes même 50 000, on va applaudir. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'avec un logiciel peut-être à 100 000, tu n'aurais plus besoin. C'est pour ça que le mindset est différent. Et c'est pour ça que je citais notamment les banques et les assurances parce qu'elles ont du financement, donc elles ont de l'argent pour pouvoir améliorer leur process parce qu'eux, ils sont audités. Et surtout, oui, audité par les standards internationaux. Effectivement, c'est eux qui ont ces contraintes-là. Mais les entreprises PME classiques, vraiment, en Occident, même le boulanger cherche à se digitaliser et être sur les plateformes et tout le reste. Mais chez nous, ici, ce n'est pas... Parce qu'il faut que les gens soient occupés. Ça veut dire qu'un truc que j'aurais pu mettre simplement sur mon site en disant que je vends ceci, cela. Non, je vais payer des gens pour aller prospecter, je vais payer des gens pour faire ceci, cela. Je vais avoir, et c'est ça qui m'a impressionné dans les supermarchés, vous avez la caissière, vous avez la caissière de la caissière, vous avez le surveillant de la caissière, vous avez quelqu'un qui emballe encore les produits de quand la caissière a envoyé. Donc ça fait 4 personnes par caisse. Ouais. Et effectivement, on m'a dit qu'il faut travailler aux gens. Donc, exactement. C'est-à-dire que la problématique n'est pas la même. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter les réalités. Mais comme je dis, quand je venais, le but pour moi n'était pas immédiatement de répondre aux besoins camerounais. Pas du tout. Moi, j'ai effectivement mes clients et je sais ce qu'ils attendent. Et c'est souvent plus des gens de la diaspora qui sont en Occident et qui veulent monter en compétence sur certains domaines. Exactement. Mais sans vouloir te couper, on a commencé déjà quand même à travailler avec certaines entreprises de la place des banques. Oui, j'ai vu que tu avais donné une formation à freelance. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc petit à petit, quand les gens, je dis aux gens, quand on voit que tu es là, finalement, on finit par t'appeler. Parce que très souvent, la diaspora, on est très clignotant. On vient, on dit oui, j'ai un vol à prendre pour Paris et tout. C'est très difficile quand on te confie quelque chose sur de long terme. Alors que là, par exemple, quand j'interviens, on sait que non, la semaine prochaine, on peut m'appeler. Et ça fait vraiment la différence. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lié à ma compétence, qui certes est un élément important, mais c'est plus lié au fait que je suis sur place, donc en cas de problème. Parce qu'ils ont déjà trop travaillé avec les expatriés, les étrangers, les boîtes étrangères. Non, ils veulent des personnes localement parce que ça permet d'avoir une main mise aussi sur ces personnes-là et avoir une réactivité beaucoup plus importante. Quand tu es à Paris, tu as tes problèmes à gérer. Vraiment, on t'appelle, on te dit qu'un truc est tombé ou qu'il faut faire une analyse. Tu n'es pas réactif. Tu n'as pas le temps, effectivement. Donc, c'est ce qui fait que je suis même désormais surpris par les appels que je reçois parce que les gens savent que je suis quand même présent sur le terrain. OK. Il y a une crise post-électorale au Cameroun. Oui. Est-ce que ça affecte tes activités? Est-ce que ça affecte? Bon, comme tu peux t'en douter, non. Parce que notre activité, c'est réellement pour des clients qui sont en Occident. Mais ça nous préoccupe quand même parce qu'il y a des impacts, que ce soit sur le moral des employés, des salariés et tout ça qu'il faut aussi gérer. Donc, ça nous impacte, mais pas directement. Voilà. Exactement. Surtout avec les villes mortes. Les villes mortes qui sont annoncées. Les mouvements d'humeur que l'on peut constater dans certaines villes. Effectivement, ça peut impacter le moral. Mais comme pour l'instant, mes salariés sont essentiellement en remote, ils sont quand même plus ou moins en sécurité en attendant que nos locaux soient prêts. Alors, Diran, bienvenue sur C'est encore possible. Merci. Le podcast qui donne la voix à ceux qui prouvent qu'au Cameroun et en Afrique en général, c'est encore possible. Donc, est-ce que
Tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Diran Tafen. On oublie souvent Willy, donc je dirais Tafen Diran Willy. Comme ça, c'est complet. Je suis informaticien de formation et j'ai monté du coup une société qui fait dans la formation et le consulting en informatique, qui opère essentiellement en Occident, mais qui commence à se déployer dans la sous-région, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Avant de monter cette compagnie-là, est-ce que tu as eu à travailler, du moment où tu as eu ton diplôme d'ingénieur, je pense, en informatique? Oui. C'était en quelle année? C'était en 2014. Ok. Est-ce que tu as travaillé d'abord en tant qu'employé dans certaines boîtes? 2014, non, je raconte des bêtises. 2014, c'est quand je vais en prendre, donc c'est 2016. 2016. Oui. Ok. Oui. De 2016 à l'ouverture de Easy Training, est-ce que tu as travaillé Oui, j'ai travaillé en Occident. Alors déjà, quand je suis arrivé en 2014, j'ai fait une alternance en 2015, donc ma dernière année. J'ai découvert un peu le monde de l'emploi. Ensuite, j'ai travaillé en entreprise pendant 1 à 2 ans, je crois, 1 an et demi, avant de me barrer de ce système des ESN. Et je me suis mis en freelance directement et à partir de là, j'ai tracé ma route. C'est quoi le système des ESN? C'est pas que je vais dénigrer mes clients, mais les ESN, donc les sociétés, les entreprises de services numériques, ce sont des sociétés qui vont mettre des consultants dans des grosses boîtes pour les accompagner sur leur projet IT. Oui, je vois. Et donc, c'est eux généralement qui vont être le plus grand pilier d'entreprises qui embauchent les ingénieurs informaticiens. 80% sont dans les ESN, ils ne sont pas chez les clients finaux. C'est les ESN qui envoient ensuite les profils à la demande dans ces entreprises-là. Donc, le problème des ESN, c'est que les très grosses, en fait, déshumanisent un peu ce métier. Ça veut dire que vous n'êtes qu'un matricule, on vous prend, l'offre où on vous envoie, ce n'est même pas ce qu'on vous avait vendu au départ quand vous embauchez, mais il faut vous placer parce qu'il faut que vous engrangez de l'argent pour justifier le salaire que l'on vous paye. On vous balance d'une ville à l'autre, voilà. Donc, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Sauf que moi, je suis tombé dans des cas où ça ne s'est pas bien passé. Et un jour, j'ai vu passer un mail à l'intérieur duquel je voyais un peu comment est-ce que j'étais en fait vendu, c'est-à-dire que le prix auquel j'étais vendu au client. Et je me suis dit, ça veut dire que je peux même gagner ça tout seul si je me bats bien. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher des missions et à me mettre à mon propre compte. C'est ça. C'est parce que vraiment, le monde des ESN m'a un peu déçu en termes de manque de transparence et du fait qu'ils ont tellement de gens à gérer que derrière, vous n'êtes qu'une, on va dire, un élément négligeable, on va dire comme ça. Ok. Et puis là, tu passes en freelance, tu travailles quelques années avant de te dire, je vais commencer à donner des formations en ligne. C'est ça. Alors, beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat, on regarde les vidéos, après on fait des formations, après on se lance. En réalité, pour moi, c'est faux. Mais c'est aussi ce qu'on vend aux gens. Oui, c'est ce qu'on vend, effectivement. Mais moi, je dis aux gens, en fait, la meilleure approche, c'est d'être déjà sur le terrain. Parce que ce que les gens qui ont réussi dans le business ne disent pas, c'est qu'il y a des opportunités qui leur ont été offertes quand ils étaient encore soit salariés, soit quand ils ont commencé en tant que consultant. Beaucoup ne le disent pas. Ça veut dire que moi, quand j'ai commencé à être freelance, il y a des besoins que mon client m'a donné. Il m'a dit, bon, Diran, je vois que tu es bon. Est-ce que tu as des gars qui sont bons comme toi qui peuvent venir nous accompagner ou même donner des formations? C'est comme ça que moi, maintenant, je commence à prendre des amis à moi, je les forme et je les positionne. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que l'agence naît. C'est ça. Exactement. Donc, souvent, les gens vont faire des formations sur comment scaler, sur comment machin. Ça vient d'un besoin réel que tu as eu. Voilà. Exactement. Donc, ce n'est pas que je me suis levé et dit qu'il faut que j'aille créer. Non, c'est les bons de commande qui me font créer la structure. Ce n'est pas, sinon moi je reste tout seul dans mon couloir. Donc moi je dis aux gens que je n'étais pas prédestiné à entreprendre. Il n'y a pas un entrepreneur dans ma famille. Non. Donc vraiment, il fallait que je réponde à ce besoin-là. Mais comme je lisais aussi beaucoup de livres à ce moment-là, je me suis dit, bon, ne sois plus le Diran d'avant qui aurait dit non, j'ai personne, laissez-moi tranquille. Là quand même, c'est là où les livres d'entrepreneuriat et les vidéos YouTube sont bien. C'est que ça te donne un mindset où quand l'opportunité vient, tu puisses la saisir. Mais ce n'est pas que tu parles d'abord créer une grosse structure, tu cherches des avocats et tout, alors que tu n'as même pas de bon de commande, tu dis que tu fais les business plans. Non, tout ça est venu effectivement après quand il y avait les bons de commande, c'est important. Exact. Bon, en fait, c'est ça, c'est que tous ces trucs de motivation là, ça aide quand tu es déjà sur le terrain et que tu as déjà vraiment un projet concret sur lequel tu travailles. Ce n'est pas l'inverse. Exactement. Les gens abandonnent souvent ce qu'ils font pour dire que non, je vais faire l'entrepreneuriat. Non. C'est souvent dans ce que tu fais que tu vas saisir, tu vas voir une Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font, moi je me promène souvent dans les trucs de réseautage. Par exemple, comme les Back to Africa ou bien d'autres types d'événements comme ça qui peuvent exister. Et souvent, j'ai remarqué que une grosse partie, 80% des gens qui sont là, en fait, ne sont pas encore en business. Effectivement. Tu vas peut-être voir un salarié qui dit que moi, je suis en train de chercher, qu'est-ce que je vais faire? Effectivement, non, c'est normal qu'il se pose la question, mais comme je dis,
faudrait pas que les gens se perdent dans cet entrepreneuriat à tout prix. Moi, je dis encore que je suis entré dans mon entrepreneuriat par effraction, par la fenêtre, parce que derrière, je n'étais pas préparé à ça du tout. Voilà, donc je suis entré, sauf que j'avais lu beaucoup de livres, parce que c'était la période encore des pères riches, pères pauvres. On se demande comment est-ce qu'on peut vivre mieux, on se demande comment est-ce qu'on peut gagner plus, et c'est comme ça que j'ai saisi les opportunités. Ok. Et donc là, tu crées ta structure Easy Training quand tu commences à avoir ce besoin-là. C'est ça, c'est ça. Et puis tu commences par quoi? Parce que j'imagine qu'au début, Oui. c'était pas forcément des formations que tu donnais. C'était des formations en fait. Bizarrement, quand je suis arrivé en France, moi j'ai toujours beaucoup aimé transmettre depuis que je suis à l'université, depuis que j'étais à l'université même des montagnes. J'aimais transmettre. Ce qui fait que quand j'arrive, on me dit qu'il y a des crédits à l'université que je peux gagner si c'est que je donne en fait certains cours. Et donc je commence à donner et ça me plaît bien. Ce qui fait que même quand je termine mes études, je viens de temps en temps donner en fait des cours à l'école. Et on m'appelle aussi ailleurs parce que des gens ont parlé de moi, il y a des enseignants qui ont donné mon nom dans des entreprises et on m'appelle. Je commence à donner petit à petit, tout en étant consultant d'entreprise. Et je me rends compte que c'est une activité vraiment que je peux faire éventuellement à temps plein. Mais je n'avais pas encore la personne qui devait me tenir la main parce qu'il faut toujours quelqu'un qui t'introduit dans certains endroits. Il y a donc un monsieur qui s'appelle Youssef Omari que je salue et qui m'avait découvert et qui m'a dit bah, viens on donne des formations. J'ai donné quelques-unes, ça s'est bien passé. Il m'a dit que bon, maintenant je peux te donner des formations à temps plein. J'ai dit ah ben très bien parce que ça me demandait plus beaucoup de préparation vu que c'est ce que je donnais constamment. Ouais. Et donc c'est lui qui m'a donc introduit dans les grands organismes de formation où j'ai commencé à donner en fait les formations. Donc vraiment c'est pas les formations que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Ok, les formations en présentiel. Exactement, c'est ça. Et puis à un moment, tu t'es dit que tu vas digitaliser ça. C'est donc là où effectivement je me suis dit comment est-ce que je vais capitaliser dessus. Donc beaucoup de gens se lèvent, ils partent enregistrer les cours, ils disent qu'ils mettent en ligne et ils sont surpris que ça ne marche pas. C'est effectivement parce que moi quand j'anime, que j'enregistre ma formation, c'est parce que je l'ai déjà tellement donné. J'ai eu le retour terrain. Je sais comment les gens appréhendent de telles choses. Ce qui fait que quand j'enregistre, c'est déjà la crème de ce que la personne attend. Et forcément, effectivement, c'est un peu plus de succès. Donc, ce n'est pas que je me suis mis un jour et dit, je vais faire les formations en ligne. Non, c'est ce que tu te rends compte qu'il faut que tu digitalises et que tu capitalises sur ce que tu donnes déjà chaque jour. Et tu vas aussi toucher aussi beaucoup plus de gens parce que je me suis dit, bon, là, je vais toucher des gens en présentiel. Il y a des gens peut-être qui sont au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, voilà, à Douala Yaoundé, que je peux toucher avec ça. Et c'est comme ça que je commence, du coup, à faire des vidéos sur YouTube et que je commence aussi à enregistrer ces cours. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai déjà les slides, par exemple, et j'ai les TP, que j'ai déjà tout fait. Et donc, j'enregistre juste. Et donc, tu as toute une expérience en fait dans le réel que tu vas digitaliser. Et c'est ça qui m'embête donc sur les formateurs en ligne, parce que souvent, c'est des personnes qui ont une expertise peut-être dans un domaine, mais qui n'ont pas appris à être formateur. C'est ça. Et du coup, on ne s'improvise pas formateur, on ne s'improvise pas. C'est un métier, il y a des règles à suivre, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et est-ce que vous suivez une formation pour être formateur? Pour être formateur. Alors, moi déjà, à Superinfo, qui est l'école que moi j'ai faite, on faisait déjà des formations pour être formateur. Okay. C'est-à-dire que comme ils voulaient déjà recycler certains étudiants en formateurs pour donner les cours, du coup, on vous faisait des sessions. On appelait ça les T3, je crois. Trainer, training, un truc comme ça. Voilà, train the trainer. Voilà, c'était ça. Okay. Donc, formation des formateurs. Du coup, moi, j'avais déjà effectivement cette expérience-là. Donc, voilà, vu que j'avais les capacités techniques, maintenant, on m'a appris la pédagogie, comment suivre les apprenants, comment amener à comprendre certaines notions, comment gérer les humains dans la salle de classe, comment détecter les gens qu'on a perdus, comment évaluer, comment structurer vraiment un programme cohérent. Et donc forcément, quand j'ai donc commencé à donner les cours en présentiel, j'étais un peu différent des autres professionnels d'entreprise. Parce qu'eux, ils venaient, ils te plaquent le truc et tout, tu n'as pas de temps à perdre et tout. Or, moi, j'avais plutôt la casquette d'enseignant, même si je n'avais pas fait de doctorat. Mais parce que là, j'avais animé beaucoup de sessions de formation. C'est pas au doctorat qu'on t'apprend à enseigner. Aussi, parce que souvent, les docteurs, là, ils peuvent être très mauvais en formation. Tout à fait. Oh, non, je veux dire, c'est le doctorat, c'est même pas pour apprendre Effectivement, à enseigner. ça, je suis d'accord. Il y a des formations pour apprendre nos enseignants. Pas... Tout à fait, je suis d'accord. C'est pas le doctorat. Bon, là, tu crées ton business, ça commence à fonctionner. À quel moment tu te dis que... Parce que je pense que tu l'as pensé avant. Tu te dis que là, je vais retourner en Afrique. Apparemment, tu avais m'écrit un livre où tu prédisais que tu allais... Oui, c'est important. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Donc, le titre, c'est « Papa, maman, je reviendrai développer l'Afrique ». Alors ça, c'était en 2019 donc, que j'ai sorti cet ouvrage-là. Parce que depuis que je suis parti du Cameroun, j'ai toujours eu envie de rentrer. Déjà que quand je suis arrivé en Occident, j'ai pas vraiment été habitué à souffrir. J'ai pas été habitué. Du coup, quand je suis arrivé, mon arrivée était tellement catastrophique que le même jour, j'ai dit à ma mère que je veux rentrer, elle a dit que tu vas lire. Donc, je suis resté. Pourtant, j'avais une bourse. On payait mon école, la vie, la santé, la nutrition et tout. Mais j'étais pas à l'aise. Le style de vie, peut-être pas. C'est ça. C'est-à-dire la façon dont les gens sont. Le fait que je devais, en fait,
m'habituer en fait à une autre façon de faire. Tu parles, on te dit à chaque fois que qu'est-ce que tu as dit, en fait, je me répétais et ça me faisait mal à la tête, ça me faisait mal. Ça c'est vraiment un truc propre. Je dirais à la France, beaucoup plus. Peut-être alors. Parce que moi, j'ai fait la France avant de faire le Canada. Et quand moi, j'étais en France, j'avais quasiment dû changer mon accent. Voilà, pour pouvoir. Ouais. Et moi, je jugeais que je n'avais pas à me modeler. Donc, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de difficultés et je ne me suis même jamais intégré. Donc, depuis le premier jour que je suis parti en France, moi, je savais déjà que je devais rentrer parce que je partais d'un écosystème qui n'était pas le mien. Déjà que je ne me voyais même pas déjà voyager. Comme je dis, déjà pour le voyage, c'est une bourse à laquelle j'ai postulé, la bourse du gouvernement français. Ils voulaient 60 personnes. J'étais le numéro 50, 550, quelque chose. On m'a appelé. Je n'ai même pas décroché le numéro français qui m'appelait. Pour dire que je ne voulais même rien avoir à faire. Mais bon. Anyway, je suis parti. Et comme je dis, je ne me suis jamais vraiment plu là-bas. Donc, malgré le fait que je gagnais des sous, mais je sentais que je n'étais pas à ma place. Parce que même la façon de vivre, moi, par exemple, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Il y a plein de choses que je ne fais pas. Et tu te rends compte que si c'est que tu ne fais pas ça, tu vas difficilement t'intégrer, en fait. Tu vas difficilement avoir des potes. Par exemple, quand vous sortez, vous partez en boîte ou quoi que ce soit, tu te rends compte que, voilà, toi, tu vas peut-être boire ta bouteille d'eau ou ton jus. On ne va pas te sentir dans le truc, tu vois. Et moi, je ne voulais pas me dénaturer pour faire plaisir aux gens. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est tellement vrai ce que tu dis. Les premières années que moi, j'ai fait au Canada, je pense les 2 premières années, j'étais dans une colocation avec des Français parce que je venais justement de la France. Tout à fait. Je pense qu'on était 10 dans la colocation. Et dans cette colocation-là, du jeudi au dimanche, on faisait des fêtes. Ah ouais. Mais c'est pas ça le problème, parce que normalement, on était les étudiants. Mais sauf que dans ces fêtes-là, on faisait entrer de la weed. Ah, ok, je vois. Et tout le monde fumait de la weed. Et moi, je n'ai jamais pris de la weed. Mais tu te rends, tu sais ce que ça implique. Effectivement. Que tu es le gars à l'écart, quand on va te demander laisser là-bas, on va dire que non, tu n'es pas dans le mood. C'est ça. Et ils ne peuvent pas t'inviter dans les trucs, ce qui fait que je n'étais jamais invité nulle part. Je n'étais pas dans les groupes WhatsApp de machin, cela. Et fondamentalement, ça ne me dérangeait pas. Mais je savais que ce n'était pas la vie que je voulais mener, en fait. Donc, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai aussi commencé un peu à voir, je veux dire quoi. Au fur et à mesure que j'avançais, je me dis, bon, est-ce que c'est la vie que je veux mener, à chaque fois me lever le matin, aller me faire fouetter dessus et je revenais de temps en temps au Cameroun. J'avais déjà commencé dans un certain nombre de projets, je voyais que ça marchait. Je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fais? Parce que je me retrouve dans une situation où, dans ma vie personnelle, je trouvais que je peux avoir un meilleur cadre de vie là-bas au Cameroun qu'ici en France. Et c'est là donc que je me dis, ah non, il faut que je parte. Mais avant, quand j'écris effectivement cet ouvrage, c'était un coup de gueule que je faisais en disant qu'il y a des gens qui peuvent partir et revenir. C'est ça en fait. Parce que mon entourage était que non, mais quand tu vas vivre là-bas, tu vas mourir là-bas et tout. Non. J'écris pour dire attention, il y a des gens qui partent avec l'intention de revenir et qui vont rentrer avec de la dignité. Pas qu'on les a chassés ou quoi que ce soit, ils n'ont pas eu un OQTF. Non. Ils sont rentrés, ils ont pris les choses, ils ont dit. On les a pas contrôlés, on les a pas mis dehors. Exactement. Donc, c'était aussi cette envie-là. Et du coup, je ne l'ai jamais perdu d'esprit. Donc, ça, c'était 2019. Et au fur et à mesure que j'avançais, ça commençait à me prendre au trip. Je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse, Dès que mon activité a pu être complètement digitalisée et que je ne voyais plus ma nécessité d'être là, j'ai commencé du coup à voir comment est-ce que je peux rentrer petit à petit. Mais je trouve ça très intéressant comme vision parce que de nos jours, surtout la jeune génération, pas la jeune génération, bon, peut-être on va dire les gens à 40 ans, j'ai l'impression que beaucoup de personnes définissent le succès dans la vie par l'argent qu'ils gagnent. Et plus encore, c'est vraiment ça qui oriente leur choix. Je vais partir en Europe, je reste en Europe ou bien je vais partir au Canada. C'est beaucoup plus orienté par l'argent. Parce que ça détermine aussi comment est-ce qu'ils peuvent aider les gens sur place aussi. Parce que derrière, moi, comme je dis, j'ai aussi eu la chance que je suis dans une famille où les gens n'ont pas de problème. Donc, ça veut dire que, en tout cas, ceux qui sont directement attachés à moi ou affiliés à moi, en fait, ce ne sont pas des personnes qui sont dans un besoin criard. Donc, du coup, ce qui fait que quand je rentre, je suis serein. Et c'est même ça qui m'a permis de me lancer, du coup, même en entrepreneuriat. Parce que moi, je dis toujours aux gens, j'ai eu les mêmes chances qu'un Français. C'est-à-dire que je suis allé en Occident, mon école était payée, ma santé, on me payait chaque mois, etc. Donc, tout était payé. Donc, ça veut dire que j'étais obligé de réussir. Et je n'avais pas de... C'est-à-dire que j'étais dans les conditions. Et moi, je disais aux gens que avoir peut-être le succès que j'ai eu, ça veut dire que si on mettait tous les Africains ou les Camerounais dans les mêmes conditions que moi, on ferait pareil. Parce que derrière,
on m'a mis dans les conditions de réussite. Ouais, c'est vrai que beaucoup de personnes sont souvent freinées par les... C'est ça. On appelle ça les liens familiaux. C'est ça, les charges et tout le reste. Familiales, ouais. J'ai terminé mes études, ma famille ne m'a rien demandé. On m'a dit, fais ce que tu veux, épanouis-toi. Ça veut dire que je me rends compte qu'en fait, non, j'ai toutes les cartes en main. Je peux décider d'aller même freelance en entrepreneur. Ça ne marche pas. On s'en fout. Tu peux les aider à aller au Brésil. Exactement. Et c'est ça qui permet ouais. de rêver. C'est ça que je dis souvent aux gens que ma famille m'a permis de rêver. Et le problème, c'est que nous, on ne permet pas de rêver. C'est-à-dire que dès que tu travailles, dès qu'on sait déjà que tu finis tes études, on te crée déjà les situations au pays pour que tu puisses dédier un budget à t'occuper d'eux. Non, ma famille n'a pas cotisé, personne n'a cotisé. On m'a totalement pris en charge jusqu'en Occident. Donc, personne n'a rien dépensé. Et du coup, j'ai pu me dire que je vais essayer. Et c'est pour ça que je me suis mis en freelance très tôt. Tous mes amis que j'ai mis en freelance, parce que j'ai mis tous mes amis freelance désormais. Donc, ça fait 5-4 ans, oui, que tous sont passés déjà freelance. Je suis allé les tirer de leur CDI. C'était les IT comme moi. Donc, c'était facile. Je dis que va être freelance. Si c'est que tu ne trouves pas la mission, je te paye chaque mois, même si tu ne trouves pas. Ils déposent des démissions. Après un mois, ils trouvent la mission. Donc, je n'ai jamais eu à verser la caution que je leur disais que je leur donnerais. Ils ont tous trouvé les missions. Et c'est ça, c'est qu'il y a cette peur-là du lendemain. Moi, je leur ai dit non, non, non. Il faut aussi qu'on apprenne aussi à vivre pour nous. Ils ont pris les risques et voilà, ça a donné. Donc, comme moi aussi, j'ai pris. Mais ça n'en était pas vraiment des risques parce que, voilà, moi, je risquais rien. Donc, si on nous donne les mêmes possibilités que les autres, en fait. Et c'est pour ça que tu vois, je ne suis en rien redevable à l'Occident. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je ne sentais pas d'attache. Je suis venu, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai payé mes impôts, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais après, je ne me sentais pas comme redevable que je dis que je vais payer mes impôts là-bas, je vais vivre là-bas. Non, non, non. Je suis venu, j'ai fait ce que j'avais à faire et c'est bon. Donc, j'étais très libre dans ma tête, vraiment très libre. Mais de ce point de vue-là, on peut se dire que l'Africain est mal parti de toute façon. Parce que justement, tout ce qui bloque les personnes à pouvoir avoir cette liberté-là pour avancer quand tu termines l'école, c'est la condition de 90% des Africains, finalement. Je suis d'accord. C'est un Et en plus de ça, des fois, ils vont faire des enfants très jeunes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Quand on va en Occident, moi, je dis beaucoup aux parents que je conseille quand ils veulent envoyer les enfants là-bas, c'est que si c'est que pour que les enfants souffrent, ne les envoyez pas là-bas. Moi, du côté de ma maman, on est 7, j'ai 5 petites sœurs. Aucune n'a voyagé. Pourtant, je pouvais effectivement les faire voyager, mais aucune n'a finalement voulu voyager. Je leur ai raconté la réalité de l'Occident. Je leur ai dit la chance que moi j'ai eue. Et quand elles ont vu la vie qu'elles avaient au Cameroun, elles ont dit que grand frère, mieux tu nous laisses souffrir ici. On va se battre. Mais elles vivaient les vies de princesse ici, elles sortent, elles partent dans leur fête, elles partent à l'école. Je leur ai dit que moi, je n'avais pas... Si vous allez partir là-bas, vous allez laver les assiettes. Vous allez mais faire... après, est-ce que c'est pas aussi un manque d'ambition? Dans le sens où... Vas-y. Vaut mieux souffrir en Afrique qu'en Occident. Right? On est d'accord. Oui, dépendant de... Voilà, parce que souvent, ils te font souffrir là-bas qu'ici. Oui. En tout cas, moi, je pense que quand tu as un minimum, comme par exemple, justement, peut-être tes petites sœurs, Tout à fait. vaut mieux faire ta vie du poulet en Afrique qu'en Occident. Parce qu'en Occident, c'est un peu chaud. Tout à fait. Mais, vu le niveau en Afrique, le niveau d'opportunité que tu peux avoir, j'ai envie de dire que si tu veux transcender ta condition, parce que tu peux naître dans une famille aisée, mais bon, aisée au Cameroun, on va dire ça, mais ça veut dire dans l'échelle de qu'est-ce que tu peux accomplir réellement en termes d'impact, tu peux être très limité. Et si tu veux pouvoir transcender cette condition-là, des fois, ça te demande aussi d'aller attaquer à l'extérieur. Ça, je suis d'accord. Tu peux aller à l'extérieur. Moi, je demande toujours aux gens que, vous qui partez au Canada, au UK, où les pensions sont très chères, les pensions viennent d'où? Qui les paye? Ce pas des personnes qui sont en Afrique. Donc, tous ceux qui voyagent là, il y a quelqu'un qui dépose la caution et qui paye les écoles, non? Ce sont des personnes qui sont en Afrique. Elles ne sont pas là en Occident pour la plupart. Elles ont grandi, vécu ici. Et c'est elles qui payent les écoles aux gens de 10 millions l'année au Canada. Ensuite, c'est le reste. Mais on peut rentrer dans ça après. Oui. On peut se poser la question d'où vient l'argent. Oui, on peut se poser la question, mais est-ce que... Ça, c'est la première chose. Mais est-ce que oui, on a beaucoup de Camerounais dehors. Ça veut dire que si tout ce monde-là vient de familles qui ont eu l'argent bizarrement, ça m'étonnerait. Bon, la première chose déjà, c'est que tout le monde, je veux dire, si on parle en termes de ratio, tout le monde ne voyage pas déjà pour aller faire des études qui coûtent des centaines. Oui, mais il y a un minimum qui dépose. Oui, je suis d'accord. Il y a un minimum qui dépose, c'est vrai. Mais c'est parce que dans leur tête, ils considèrent que avec ce minimum-là, ils peuvent mieux capitaliser en Occident. Oui. Parce que... Et quel est le pourcentage de réussite des enfants qui sont là-bas en Occident? Ça dépend de ce que tu appelles réussite. Oui. Moi, ce que j'entends par réussite, c'est être un leader dans son domaine et ne pas être dans la moyenne au SMIC. Parce que pour moi, les gens en Occident souffrent. C'est peut-être là où les gens vont commencer à me détester. Mais pour moi, effectivement, en Occident, les Africains souffrent. On est pauvres partout. On est pauvres partout. On est la seule communauté qui est pauvre dans tout le monde entier. Ça, c'est vrai. Très bien. Mais prenons deux cas de figure. Pour toujours être pauvre. Prenons deux cas de figure. Allons-y. OK. Moi, je connais des gens qui ont
qui sont partis. Oui. Je vais prendre peut-être, prenons les enseignants. Oui. Voilà, les enseignants au Cameroun. Quand tu enseignes au Cameroun, tu touches peut-être 200 000, mettons. Tu vas toucher 200 000, 230 000 pendant peut-être tes 10 premières années, 5 à 10 premières années de travail. Donc, avec 250 000 au Cameroun, qu'est-ce que tu peux faire réellement? Je veux dire, tu dois payer un loyer, tu dois même projeter un manque, tu dois peut-être construire ta maison, avoir des enfants. Tu vas économiser combien et avoir cet argent-là? A contrario, si tu pars au Canada, mettons que tu as réussi, tu as peut-être, tu dois être ta mère, machin et tout, ton père, on a cotisé, whatever, ou bien tu as pris l'argent à la banque comme certains fonds et que je l'encourage pas. Tu pars au Canada. Au Canada, il y a ce qu'on appelle les 2 SSE, ou bien tu peux faire une formation, une maîtrise en plus là. Si tu es parti en tant que résident permanent, ça fait moins cher. Tout à fait. Tu réussis à être enseignant. Enseignant au Canada, tu vas peut-être toucher, mettons un salaire net, je pense peut-être de 3 000 $ par mois. OK, 3 000, 3 500 $ par mois. Tout à fait, oui. Salaire net. Effectivement, tu n'es pas riche. Tout à fait. Hein? Mais tu vis quand même dans une condition où, tu peux prendre soin de toi. Tu peux avoir le levier à la banque pour finalement acheter une maison. Donc, transcender ta position de simple salarié à commencer à être investisseur. Dépendamment de comment tu joues tes cartes, tu pourrais effectivement avancer beaucoup dans ce domaine-là. Mais c'est juste une chance que tu n'aurais jamais eu étant au Cameroun. C'est une chance qu'on n'aurait jamais eu, oui. Mais je redis encore ce que j'ai dit. Les Noirs sont pauvres partout où ils vont. Ça veut dire qu'on peut toujours trouver certains qui vont sortir du lot. C'est une très bonne chose. Moi, je dis, je n'empêche pas aux gens de partir, mais je leur dis, sachez ce qui vous attend là-bas. Parce qu'il faut regarder, les Africains font les tâches que les Blancs ne veulent pas. Dès que tu demandes à quelqu'un qui a fait médecine au Cameroun, il part là-bas, généralement, il fait soit aide-soignant, soit etc. Toujours les métiers qu'ils ne veulent pas faire. Même les métiers pour s'occuper des vieux, là. Je crois qu'on appelle ça gériatrie. Oui, ouais. C'est toujours nous qui le faisons. J'avais regardé le concours, j'avais vu la liste, c'était les Arabes et c'est nous. Moi, je dis, ce n'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais simplement, sachons où on part. Parce que souvent, on est prêt à souffrir plus là-bas que de vivre la même souffrance là ici. Parce qu'on juge que c'est chez nous et donc on ne doit pas souffrir. Mais chez les autres, on est prêt à souffrir. Moi, je dis simplement que ne vendons pas les rêves. Moi, je dis à mes petites sœurs que je vois ce que les filles font là-bas pour se battre. Vous qui êtes là, vous êtes à la maison, là, il y a construit, vous vivez votre vie et tout. Attention, vous qui voulez partir là-bas. Les seules personnes que moi, je recommande de partir, c'est les personnes brillantes et disciplinées. Moi, j'ai dit, si j'ai des enfants, seuls ceux qui ont le bac C avec mention bien voyagent. Peut-être ça dépend de la condition. Très bien. Effectivement, quand tu as ton minimum, au Cameroun, le minimum, c'est quoi? C'est ça que je dis. Quand tu as un minimum au Cameroun, effectivement, pour moi, il faut être brillant pour partir. Parce que pour avoir là-bas le style de vie que tu as au Cameroun, ça va te demander d'être brillant. Mais il y a des gens au Cameroun qui ne touchent même pas 100 000, qui ne touchent même pas 50 000. Ouais. Et eux, aller là-bas, avoir 3 000 $ parce que tu travailles au McDo, ou même parce que tu travailles voilà, dans tout ce que tu as expliqué là, je pense que pour eux, c'est déjà une chance en fait. Et je crois qu'ils le perçoivent comme ça. Oui, voilà, c'est ça que j'ai dit, ils le perçoivent vraiment. Moi, je me dis simplement que quand tu pars et tu t'oublies en Occident, vraiment, bon, c'est vrai que c'est encore un autre sujet, mais le fait de partir, moi je dis encore, je n'avais pas prévu partir. On va dire que oui, mais c'est parce que dans ta famille, vous aviez un niveau moyen. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, moi, je ne suis pas la personne qui va aller dire à des parents, faites voyager. Parce que on nous voit, nous, peut-être, on va faire de grandes études. Mais il faut qu'on indique ceux qui abandonnent. Bien sûr. Il faut qu'on indique ceux qui souffrent. Parce que voir toujours les réseaux sociaux et voir ceux qui ont eu de la réussite et dire que, etc. Non. Il faut dire que c'est moi, je dis à ma mère que si c'est refait, je ne partais pas. Mieux, elle s'occupe de moi ici au Cameroun, je reste. Je lui ai dit. Parce que non, moi, je n'aime pas moi une certaine souffrance. Moi, je n'aime pas. C'est pour ça que moi, je dis à mes petits, que si vous allez, sachez que vous allez peut-être laver les vieux blancs, vous allez peut-être travailler de telle façon, vous allez laver les... C'est comme ça. Mais elles doivent savoir ce qu'elles partent faire. Parce qu'il ne faut pas arriver là-bas et être surpris et entrer dans la facilité. Les hommes, la drogue. Parce que l'Occident, c'est un démultiplicateur de potentiel. Moi, je dis tout ça. Ça multiplie par 10. Si tu es feignant, ça va multiplier aussi par 10 ta feignantise. Il y a tout pour se perdre là-bas. Nous, ici, on n'avait pas accès aux médias sociaux. Là-bas, tu as accès à tout. Il y a tout pour que tu te perdes. Parce qu'il y a les filières de tout. La prostitution, tout le vandalisme, la drogue. Il y a tout là-bas. Alors que nous, on avait des cadres ici où pour que tu voyais même certaines choses, c'était difficile. Donc, il faut savoir où on va. Si tu n'es pas discipliné, très peu de Camerounais sont disciplinés. Très peu. On ne veut pas la discipline. On aime le désordre. Et bizarrement, quand on va chez les autres, on devient beaucoup plus discipliné. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ici? Pourquoi on ne fait pas ça ici? Alors que là-bas, les mêmes Camerounais que tu vois, c'est les mêmes gens. Mais le jour même qu'il prend l'avion, il arrive là-bas, il est à l'heure. Ici, il ne veut pas être à l'heure. Donc,
On peut épiloguer pendant plusieurs heures dessus, mais pour moi, les Noirs sont pauvres, les plus pauvres, partout où ils partent. Ça veut dire qu'on est maudit. On est maudit. Il n'y a pas d'autre solution, on est maudit. Oui, on est pauvres. C'est vrai. Mais C'est vrai. on est toujours la communauté qui apporte les problèmes. Et on refait les lois seulement pour nous. Mais sauf qu'on est obligé de dire extra-européen. Et c'est même l'une des choses qui m'a même fait rentrer au Cameroun, décider de rentrer. Parce que derrière, je me suis dit, mince, on veut nous bloquer partout. Quand tu vois comment l'extrême droite monte dans presque tous les pays, mais qui les vote? Eux-mêmes, ils ne se votent pas, c'est les Français qui les votent. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Très bien, je suis d'accord avec eux. C'est pour ça que je dis que moi, je ne veux pas qu'on me regarde comme quelqu'un qu'on ne veut pas chez lui. Donc, je rentre chez moi. Donc oui, et c'est la faute de qui? C'est notre faute à nous. Donc, partir toujours où on ne veut pas de vous, où vous êtes des indésirables, je pense qu'à un moment donné, on doit être fier quand même. Un minimum de fierté. Mais si on regarde le problème dans sa globalité, les gens partent parce qu'ils ne trouvent pas les meilleures conditions chez eux. Et on pourrait dire aussi que c'est lié à l'exploitation qui vient justement des pays occidentaux, ce qu'ils font en Afrique. Ouais, c'est toujours facile de rejeter la faute sur les autres. C'est toujours facile. Oui, je suis d'accord, c'est ça que je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours facile de la conduire. Ma mère était enseignante. Hein. Elle a construit, elle avait 2 enfants, moi et mon grand frère déjà. Et elle a construit sa maison, après elle a avancé, après elle a fait des choses. Hein. Donc pour dire que on peut toujours dire qu'il y a des gens qui nous ont empêchés de faire. Non, mais elle a commencé au plus bas de l'échelle. Hein. C'est-à-dire que quand elle a eu son rappel, elle a pris son terrain, elle vivait dans une maison qui n'était pas finie, elle n'avait ni eau ni électricité. Elle avait mis son matelas au sol. Bon, elle vivait, on va encore dire que je dis un fonctionnaire, voilà un fonctionnaire qui s'en sorti. Donc, il y a toujours des choses. Moi, j'ai des salariés qui ont eu des conditions extrêmement misérables, mais elles étaient extrêmement dignes et travailleuses. Et les voilà qui s'en sortent. Donc, on peut toujours aller chercher mieux. Mais je dis, c'est un jeu ou un couteau à double tranchant. Tu peux partir et ça cuit. Et ça cuit mal. Tu peux aussi partir et tu réussis. Moi, ceux que je dis qui partent, bac C, mention, je sais que ça veut dire que tu as suffisamment de discipline pour faire l'arithmétique. Déjà, ça, tu vas pouvoir faire tes choix en âme et conscience. Vas-y. Mais je dis aux autres, parce que même l'Occident ne veut plus les médiocres, ils ne veulent plus. Parce que vous arrivez là-bas, on n'a pas de métier pour vous. Eux-mêmes, ils ont leur bac A à gérer. Et c'est pour ça que je m'engueule souvent avec les gens. Je leur dis, le bac A, je ne sais pas quoi faire. Il y a des petites sœurs qui ont fait bac A. Je dis, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Mieux tu restes avec moi ici. Mieux tu restes avec moi ici au Cameroun, on se bat. Je t'ouvre un truc, tu vends peut-être les choses ici, parce que je ne sais pas à quoi tu vas leur servir là-bas, parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà la littéraire. Ils ne font que et tu ne vas pas connaître le roi Arthur. Et tu ne vas pas connaître le roi Arthur plus que eux. Tu ne peux pas. Je vois des Camerounais qui partent te faire trilingue. Ouais. Je lui demande qu'est-ce que tu vas faire avec trilingue. Il me dit, il va parler aux oreilles des chefs d'État. Je dis que vous-même, vous aimez déranger les gens. Non. Il y a des filières qu'il faut empêcher de voyager. Parce que c'est un échec assuré. Pour faire les écoles de médecine, parlons un peu de nos amis de la médecine. Moi, ce que je vois, c'est que quand les médecins terminent ici, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Ce qui est déjà bien, c'est qu'ils peuvent se spécialiser dans les pays africains. C'est une très bonne chose. Oui, Côte d'Ivoire, Sénégal, voilà. etc. Pourquoi nous, on n'a pas les chirurgiens qui viennent directement d'Afrique? Tous les spécialistes que j'ai vus en France sont des gens qui ont eu leur bac là-bas. Chirurgiens, neurochirurgiens, les grands spécialistes là. Je ne parle pas des spécialistes où on s'occupe des vieux. Parce que ça, je dis, on nous envoie là-bas. Mais je parle des grands trucs de chirurgie. Pourquoi on n'est pas là-bas? Pourquoi? Donc, à un moment donné, tu dis qu'il n'y a pas de spécialistes camerounais médecins en France? J'ai dit, quand nous on finit nos études de médecine ici, c'est difficile que l'on puisse intégrer les filières d'élite là-bas, en spécialisation. Okay. C'est généralement les gens qui ont eu leur diplôme de médecine là-bas qui vont dans ces spécialités-là. Oui, parce que ça devient très compétitif et à un moment donné, ils ne reconnaissent pas forcément ce que nous on a fait. Et même là-bas, pour être en école de médecine, tu sais que tu peux avoir le bac D ici, mais tu ne dois pas faire médecine là-bas. Tu dois passer par le circuit. L'insertion est très très difficile. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il y a un bac D ici au Cameroun? Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Soit il va aller faire infirmerie là-bas parce que ça ne nécessite pas de passer par leur programme. Et tu sais que c'est pas tout le monde qui est en école de médecine là-bas. Oui, c'est des gens qui étudient jusqu'à ils peuvent devenir fous. Et quand tu vois le niveau d'excellence, tu vois bien que non, on n'a pas le niveau. En majorité, il y a toujours des gars qui sortent du niveau, je suis d'accord. Ouais. Donc tu vois donc à un moment donné, tu vois les filières et tu te dis, comment est-ce qu'on va faire? Et ils veulent les ingénieurs, ils veulent des gens qui construisent. C'est pour ça qu'on nous a acceptés chez eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ingénierie, c'est vraiment Oui. Voilà, mais sauf qu'encore là, c'est pas nous qui allons créer les avions chez eux. Attention, on est de petites mains, mais des mains assez bien rémunérées. Ouais. Parce que si tu vois encore le top du top,
c'est des gars qui sont très forts, Polytechnique et tout le reste. Ce n'est même pas ces écoles-là qu'on intègre, donc on dérange les gens. On dérange les gens. Donc moi je dis, bac c'est déjà bien parce que tu sais que tu entres dans des écoles d'ingénieurs, tu travailles, c'est bon. En fait, je vois déjà ton chemin. Maintenant, tu me dis que tu as fait les sciences ou D ou machin, je veux te voir médecin, mais je ne sais pas comment je fais pour que tu y arrives là-bas. C'est encore mieux que tu fasses. Mais de toute façon, pour quelqu'un qui a fait bac D, qui veut faire médecine, c'est toujours mieux qu'il fasse au Cameroun. S'il arrive à avoir le concours. Très bien, je suis d'accord. Et tu vois qu'en fait, ici, il peut se battre comme il se bat et arriver à un résultat. Donc, c'est très difficile pour moi. Et souvent, quand je dis, on dit que je suis très dur. Mais c'est parce que j'ai tellement vu les gens s'égarer et souffrir. Avec 8 masters, 7 doctorats en Occident, tu vois un gars, il te dit qu'il est en thèse. Le gars, il lave les chambres d'hôtel. Tu dis qu'il est en thèse. Thèse de quoi? Ceux qui sont bien, c'est les thèses d'ingénierie. Mais ici aussi, tu as des gens en thèse qui conduisent la moto. Je suis d'accord, mais mieux je conduis ma moto que d'aller me faire mal. Je me fais mal regarder là-bas par des gens qui n'en ont rien à cirer de moi. Mieux, je fais moi ma moto ici. Donc, pour dire qu'on peut avoir des mauvaises conditions partout, mais ayons quand même la dignité. Donc, maintenant, je peux comprendre qu'il y a l'assistante sociale. Et ça, c'est bien. Il y a un système, c'est ça qui fait en sorte que même si tu n'as rien, on te donne quelque chose. Ça peut amener les gens à aller là-bas. Mais sauf que regarde toutes les lois qu'on veut passer déjà là, au niveau du gouvernement français pour le budget 2026. C'est qu'on va enlever les aides non contributives. C'est-à-dire que si tu n'as pas contribué, on ne te donne rien. Nous, on partait souvent profiter de cela. Mais pourquoi est-ce qu'on veut les enlever? Parce qu'on se rend compte que c'est devenu une poche aspirante. Bien sûr, et moi à l'époque, j'avais toujours dit que anyway, la France, avec son système social là, ça allait s'effondrer. Ça ne peut pas continuer. Ça peut pas continuer. Parce que quand ça devient un métier de vivre des aides, eh ben ça pose problème. Parce que surtout les gens qui arrivent, ils commencent à avoir 12 enfants avec 4 femmes. C'est ça. Quand tu les gars étranglent le système social. Un jour, je partais à la CAF, la caisse d'allocation familiale, je voyais tous ceux qui sont alignés. Ce n'était que des noirs. Et je me suis dit que mais c'est notre guichet ici. Je vois quelques blancs qui étaient même qui suffoquaient parce qu'on les appuyait, il faut que la file avance. Mais je me dis, moi, en tant que Français, le système a été fait pour moi. Mais je n'arrive même plus à en profiter, mais ça décourage. Peut-être ça les amène finalement à chercher un travail. De la montée de la droite aussi. Effectivement. Donc si même les Français jugent qu'ils ne veulent plus de vous, ne continuez d'en parler déranger. Moi, je ne peux pas rester à un endroit où on ne veut pas de moi. Moi, je dis vraiment clairement. Je ne peux pas rester à un endroit où on ne veut pas de moi. Or, nous, on est prêts, beaucoup sont prêts à aller dans un endroit où on ne veut pas d'eux. Et on le leur fait savoir. Il y a des gens aussi qui vivent comme ça. Mais moi, je me dis, je préfère que mes soeurs et mes frères, on se bat pour pouvoir faire des choses. Voilà, moi, je dis juste ça. On ne sera peut-être pas riche, mais on aura notre dignité. Moi, j'ai un frère qui est fonctionnaire. Voilà, il se bat comme il se bat et il ne se plaint pas. Il y a des Camerounais, et j'étais surpris. Quand je suis rentré, il y a des Camerounais qui m'ont dit que non, regarde, moi, ça va. J'ai mes 300 000, 400 000, je suis tranquille avec ma famille, une femme, 5 enfants. Il est tranquille, il dit que non, on vit modestement, on est tranquille. Mais c'est parce qu'on veut toujours plus et on ne veut pas fournir l'effort qui permet d'avoir plus. Et bien, la conséquence, c'est qu'on va se dire que l'Occident est merveilleux. Pour avoir vu les Champs-Élysées, pour avoir vu à la télé, parce que j'ai jamais vu la Tour Eiffel, le Louvre ou les Champs-Élysées. Mais le temps passé en France 10 ans, j'ai jamais eu. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je venais pour partir. Donc, j'étais de passage. Et moi, je n'ai pas le temps d'aller voir ces trucs-là. Donc, je restais moi dans ma petite ville. Je salue les Grenoblois et les Lyonnais. Du coup, ça ne m'intéressait pas particulièrement, mais j'ai vu la souffrance des gens. Il y a un endroit à Lyon qu'on appelle la Guillotière. Quand tu y vas, tu vois la misère africaine à ciel ouvert. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse ces commerces perdurer? Parce qu'on sait que c'est le faux. Mais il faut occuper les gens. Sinon, ils vont déranger. Il faut les occuper, ces noirs-là. Parce que si on les libère, c'est compliqué. Donc l'État sait que c'est des gens qui sont dangereux. Ils font le faux, la drogue. Les gens ne sont même pas déclarés, tout. Mais ils laissent. Pourquoi? Parce qu'il faut la calmie. Et après, quand tu vas aller faire un entretien, on va voir ton adresse, etc. On va te manquer le respect. C'est tout ça qui fait que... Donc, c'est nous-mêmes qui sommes la cause de nos propres turpitudes. Et on va se plaindre chez qui? Non. Donc, quand ça t'énerve, comme moi, tu portes tes choses, tu rentres. Si tu veux supporter, tu supportes. Moi, j'ai dit à mes petits que si vous pouvez supporter ça, vous supportez. Mais sachez que la vie que vous avez déjà au Cameroun, là, vraiment... Très, très belle vie. Vraiment, bon, je dirais pas très belle, mais au moins, vous ne manquez pas quoi manger, Exactement. vous savez où dormir. Vraiment, essayez de vous battre comme vous pouvez. Donc, on a eu une coupure de courant. Yes. Ouais. Bon, on en profite pour basculer sur l'Afrique. On a assez parlé de la diaspora, c'est le passé. Oui. Maintenant, nous sommes dans le présent et le futur. Mais je précise toujours, hein, j'aime beaucoup la diaspora, hein, donc voilà. Ah. Même si je suis dur. Donc là, tu es retourné au Cameroun. Yes. Et au Cameroun, bon, au-delà justement de ton business Easy Training que tu continues à piloter, déjà tu as installé une équipe au Cameroun pour ça. C'est ça. Donc j'ai donné cours pendant longtemps et pendant la Covid, du coup, on donnait beaucoup les cours à distance.
Et les personnes que j'avais prises en France pour donner les cours pour Easy Training ont commencé à être très occupées et à chercher aussi des missions de consulting. Voilà. Donc, je les avais plus trop sous la main. Là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas constituer une équipe locale au Cameroun qui pourrait effectivement animer aussi les formations et donc supporter ceux qui sont en France, peut-être corriger certains TP ou ce genre de choses. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coup l'équipe au Cameroun. Et c'est aussi ça qui m'a aussi permis de commencer à m'implanter petit à petit au Cameroun. Ok. Et au-delà de ça, au Cameroun, tu fais quoi d'autre? Au-delà de ça, bon, à part mon activité de consulting et de formation, je fais dans l'immobilier. Alors, on va dire que je ne suis pas directement un promoteur immobilier, mais j'ai un ami, Kevin Dango, qui lui a lancé une entreprise d'immobilier et c'est donc lui qui est chargé de mettre en œuvre les différents projets auxquels on a pensé. C'est ça. Ok. Et à préciser que quand le retour est bien préparé, bien conçu, j'ai fait 10 ans en Occident, tout ce que j'ai travaillé est rentré au Cameroun. Je n'ai jamais eu de voiture en France. Bon, souvent, les gens me disent, oui, mais tu as eu une Saxo de 600 €. Oui, mais vraiment, je ne considère pas ça comme une voiture parce que ça ne m'a pas nécessité de prêt. Donc, je n'ai pas eu de voiture, je n'ai jamais acheté de maison, je n'ai jamais pris de prêt, même si on m'en a proposé, rien du tout. Donc, ce qui fait que tout ce que j'ai gagné en ces années-là, tout est descendu au Cameroun. Et est-ce que tu veux parler un peu plus des projets que tu fais en termes immobiliers ou alors c'est... Ah oui, non, je peux effectivement parler. Alors, c'est vrai que pourquoi est-ce que j'ai choisi d'investir dans la pierre? C'est parce que je ne connaissais pas d'autres domaines dans lesquels investir. Donc, moi, quand j'ai commencé à gagner des sous, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux bien faire de ça? Et j'ai compris en fait que si tu n'es pas sur place quand tu lances ces activités-là, c'est très compliqué. C'est très complexe. Il faut du temps, il faut de la patience et tout le reste. Et ma mère m'a dit, c'est une très bonne conseillère, elle m'a dit, on peut déjà commencer par l'immobilier. C'est comme ça que j'ai commencé en fait à construire. Et ensuite, on a cherché de plus gros projets. Et c'est donc là où on est arrivé sur le projet sur lequel on travaille actuellement, où effectivement, on est en train de construire un immeuble qui va accueillir différentes activités. Parce qu'on s'est aussi posé la question, étant donné qu'on a nos propres structures et qu'on voudrait un cadre vraiment, on pourra tous se réunir avec les entreprises aussi d'autres amis. Pourquoi ne pas faire un cadre propice à cela et vraiment apporter aussi un peu d'innovation. Donc, qui sera vraiment un peu comme un centre d'excellence ou un centre de service. On pourra avoir des plateaux techniques qui pourront peut-être faire des prestations pour des gens en Occident. Voilà, un peu ce genre de choses-là. Donc, on s'est dit, bon, allez, on va aller pour cela. Et pour moi, c'était en tout cas, c'est toujours en tout cas pour moi le meilleur investissement, la pierre. Surtout quand vous ne savez pas quoi faire d'autre avec l'argent que vous avez gagné. Donc voilà, parce que les autres éléments nécessitent souvent que vous opériez, ça peut être difficile. Donc là, actuellement, on a terminé déjà le gros œuvre, on a commencé la BH. Et là, on a déjà les premières boutiques dans au rez-de-chaussée qui ont été prises et dont les travaux ont commencé. Donc voilà, c'est plus dans ça que j'ai investi, parce que je veux aussi rester focalisé. Ça veut dire que ce que je gagne va essentiellement sur les choses, en tout cas va sur cet endroit spécifique-là. Je ne veux pas me disperser. Quand j'aurai terminé dessus, j'irai maintenant sur autre chose. Voilà. Mais sauf que ça reste un investissement très passif parce que derrière, il y a une entreprise qui est chargée de mettre cela en œuvre. Voilà. Et à part cela, je développe aussi l'activité en cours. Donc l'activité de formation, on essaie de s'implanter, tout le reste. Ok, je comprends. Comment tu fais comment tu accueilles la mentalité camerounaise dans le business en fait? Alors c'est une bonne question. On va dire que, étant donné que, comment je veux dire ça? Parce qu'il ne faudrait pas que je m'en mêle les pinceaux. Moi, je n'opère pas vraiment avec les Camerounais lambda. C'est-à-dire que mes clients déjà ne sont pas forcément au Cameroun, donc de mes activités. Ça veut dire que je n'ai pas à essuyer certaines réalités. Et mes salariés en eux-mêmes, en fait, je considère que c'est des bacs plus 5, donc c'est tous des ingénieurs. Du coup, on arrive à se comprendre facilement. Donc, ce qui fait que mon intégration a été très facile, vraiment. Je n'ai pas eu de problème d'indiscipline, de manque de respect. Vraiment, ils sont tous très respectueux. Peut-être que si j'opérais avec une autre couche peut-être de la population, peut-être ça aurait été différent. Typiquement, mon ami qui construit donc des meubles dans le cadre du BTP, lui, il a les vraies réalités et vraiment, je t'invite à l'avoir ici parce que vraiment, lui, il bagarre littéralement avec les gens au quotidien. Je lui dis, mais comment tu fais pour vivre ça au quotidien? Donc, moi, effectivement, c'est beaucoup plus light parce que je suis vraiment avec des gens qui comprennent ce qui se passe. Ils sont très vifs d'esprit et voilà, vraiment des bosseurs acharnés. Donc, moi, je dis souvent aux gens que ne prenez pas forcément mon exemple comme étant le modèle du Cameroun. Moi, je travaille avec des gens peut-être d'un certain niveau. En fait, un benguiste qui vit au Cameroun. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc vraiment, je ne me plains pas. Ils comprennent bien ce que je dis. Ils exécutent comme il faut. Donc, c'est aussi ça qui facilite le retour. Parce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui lancent des choses et ça ne marche pas, souvent à cause de la main-d'œuvre. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de remercier Marianne. Marianne, c'est mon assistante. Et on travaille ensemble depuis 7 ans. 7 ans.
Et c'est quelqu'un qui fait vraiment partie des facteurs qui m'ont permis de rentrer. C'est-à-dire que moi, j'entendais toujours que du négatif du pays. Je l'ai rencontrée, elle a toujours géré mes choses. 5 francs n'a jamais cherché son frère. Elle a toujours exécuté de façon excellente. Je me suis dit, ah ben, il y a des gens comme ça qui peuvent être efficaces parce que moi, je venais avec des a priori. Et vraiment, ça m'a motivé parce que tout avançait bien. Donc moi, je me dis, bah, si tout avance bien, pourquoi rester là où je me fais foutre? Donc, tout s'est toujours très bien passé. C'est même comme si elle a peur. Elle a peur de faire des erreurs, peur de jouer avec l'argent. C'est-à-dire que elle devient hystérique s'il manque même 5 francs. Donc, pour dire que je n'ai pas eu certaines problématiques parce que je suis peut-être tombé sur les bonnes personnes dès le début. Je suis d'accord. Vraiment, voilà, je lui dois beaucoup en tout cas. Je suis d'accord. Il peut y avoir vraiment Je pense qu'en Afrique, il y a des pépites. En tout cas, au Cameroun, il y a certaines pépites sur lesquelles, quand tu tombes, tu peux vraiment capitaliser. C'est ça. Mais le problème, c'est que ces pépites-là sont noyées dans une marée de... voilà, de mauvaises perceptions qui font que, voilà... Oui. Je veux dire, si tu dis à quelqu'un qui est en bain que tu es au Cameroun, tu as une entreprise, il y a des gens à qui tu fais confiance, ton entreprise roule, je veux dire, nickel, on t'a jamais volé, tu as ton assistant à qui tu envoies même elle fait souvent des transferts même de 1 million, 2 millions, là, ne sait pas son frère. Donc, si tu leur dis ça, non, ils vont dire que non, toi, tu es bon. Ils peuvent faire ça. Ou alors, ils vont dire que tu as la chance. Effectivement. Bon. Oui, moi, je considère que c'est une chance. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je considère aussi, moi-même aussi, que j'ai eu de la chance. Mais bizarrement, les gens sur qui je tombe, moi, je dis, il y a les gens qui savent révéler le bon dans toute personne. Parce que ça dépend aussi de comment on traite les gens. Parce que c'est les mêmes Camerounais qu'on a là-bas. Parce que ceux qui insultent ceux qui sont ici, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils étaient là. Et peut-être qu'ils ont fait pire que ceux qui sont là. Donc, ils sont allés là-bas, on les a bien traités, ils ont une retraite qui est payée, ils ont l'assurance, ils ont etc. C'est ce qui peut-être aussi les calme. Mais pourquoi ils ne veulent pas offrir les mêmes cadres? Parce que ces gens de la diaspora aussi, il faut souvent voir comment est-ce qu'ils payent les gens ici. J'ai vu beaucoup de patrons véreux au Cameroun aussi qui venaient de la diaspora. Et donc, je me suis dit, mais vous-même, vous avez vu comment ça se passe là-bas, vous refusez d'appliquer la même chose ici. Moi, je dis simplement aux gens que mes salariés n'ont jamais sauté un jour sans salaire. C'est-à-dire que le 25 du mois, ils sont déjà tous payés. Environ bancaire. Ils ont l'assurance pour eux et leurs enfants. C'est-à-dire que tout le monde tombe malade, on sait qu'on soigne gratuitement. Ils ont leur retraite et tout qu'ils ont payé. Donc, vraiment, je me suis assuré qu'on n'ait pas de problème de ce côté-là. Et j'ai mes gars qui sont là depuis 3 ans. Alors qu'on m'avait promis que les gars seraient partis tous au Canada. Ouais, ils sont tous d'accord. Quand tu donnes des bonnes conditions, voilà. Les gars. Et puis aussi. Et l'évolution, sans vouloir te couper aussi. Aussi la progression de l'évolution. Parce que par exemple, mon assistante, qui était d'abord la dame un peu à tout gérer, mais maintenant elle s'est formée, elle a passé un diplôme, elle est devenue RH, elle monte en compétences et tout le reste. Donc, tu leur donnes ici une vision. Et pour moi, quand ils ont ça, ils savent où ils vont. Maintenant, ils peuvent voyager parce que les gens veulent aussi aller découvrir autre chose. C'est normal, tu vois. Mais même ceux qui sont partis continuent à travailler avec moi. Il y en a qui sont partis, mais désormais, ils sont prestataires pour moi, pour la société Easy Trading. Donc, pour dire qu'ils partent, ils m'avertissent 2 mois avant, en me disant que, boss, alors que très souvent, tu te rends compte que tu es en train de voyager, tu croises ton employé à l'aéroport. Tu dis que, mais toi, tu fais quoi ici? Donc, c'est ce que les gens m'ont souvent raconté, mais tous ceux qui sont partis, ils m'ont toujours prévenu 2 mois avant. Donc, on traite les gens comme on aimerait être traité. Hein. Ouais, ça joue beaucoup. Ouais. Et puis, j'ai remarqué aussi que, tu l'as dit tout à l'heure, là, le niveau de personnes que tu emploies. Tout à fait. Quand tu es dans la technologie, tu fais affaire avec des gens qui sont dans la technologie. Des fois, ça joue aussi beaucoup. Ça joue, je pense. J'ai l'impression que quand tu emploies des ingénieurs, en tout cas, parce que moi, j'ai une équipe, justement, où je commence à avoir des ingénieurs. Et je les compare, en fait, avec peut-être une équipe de personnes au supermarché. Tout à fait, oui, c'est un peu différent. J'ai l'impression que les ingénieurs se comprennent mieux. Effectivement. On se comprend mieux. Il y a pas de tension. Voilà, tu leur donnes le petit truc ici, là, ils sont honnêtes et tout. C'est ça. Mais tu sais, pour manager ceux qui sont maintenant au supermarché, il faut une formation. Et c'est celle-là que mon ami Kevin a appris sur le terrain. Parce qu'il doit gérer des gars qui n'ont pas le bac, les gars qui viennent de la technique, des gars qui ont les nerfs et les gens qui ne savent parler que par la violence. Donc, et lui, il était ingénieur. Ça veut dire qu'il a dû faire la formation du terrain. Moi, je lui dis que je ne peux pas. Je ne peux pas quitter d'un contexte où je parle des ingénieurs le matin. À 12 h, vous me mettez des gars qui sont chauds et qui ont déjà bu de l'alcool à 9 h du matin. Je ne vais pas m'en sortir, je ne peux pas changer de contexte. Donc. Et c'est aussi ça la réalité à laquelle la diaspora doit comprendre. Et si vous voulez embaucher des ingénieurs, il faut bien les payer, sinon ils vont partir. Exactement. Mais beaucoup de projets que les gens de la diaspora font, justement, sont des projets... bon, c'est pas des projets technologiques. Oui, souvent, aussi. Ils vont aller dans les piscicultures, l'élevage, etc. Et donc, ils se retrouvent avec des gens... Et s'ils veulent en faire, je leur dirais non. Ce n'est pas ça que le peuple attend, la technologie qu'on a apprise là-bas. Ce n'est pas ça qu'ils attendent. Ouais. Exactement. Ben, d'où justement le fait de ne pas embaucher des ingénieurs. Et des gens qui veulent toujours faire des plateformes, je ne sais pas pourquoi, mais oui, c'est ce qui est une grosse erreur. Ouais. C'est drôle, hein. Et en ce moment, il y a eu les élections. Oui.
Et pas qu'au Cameroun, il y a des élections en Côte d'Ivoire aussi, en Tanzanie aussi. Et j'ai l'impression que dans tous ces pays-là, il y a des conflits. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est pas vraiment un conflit, les gens sont sortis, mais il y a eu quand même quelques petits trucs. C'est quoi ton regard par rapport à tout ça? Je pense et typiquement, par rapport à cette croyance-là que tu as justement pour l'Afrique, le fait de rentrer en Afrique, se développer, et tu sais, on dit que c'est la politique qui encadre l'économie. Même si d'autres disent que c'est l'économie, c'est la politique. En tout cas, ça s'entremêle. Tout à fait. Et ça, on peut dire quand même sans se tromper que c'est notre politique en Afrique n'est pas propice en fait pour le développement. Oui, ça c'est un vaste sujet, je pense. Parce que la première chose que je dis, c'est qu'on n'a que les dirigeants que l'on mérite. Donc le peuple ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Bon. Quand il faut aller voter, les gens ne vont pas voter. Ça veut dire qu'ils laissent d'autres choisir pour eux. Ça, c'est la première chose. Ceux qui ont fait des soulèvements et qui ont chassé leurs dirigeants, ils ont pris le destin en main. Donc ça veut dire que quand le peuple veut, il peut. Bon. Ça étant dit, maintenant, à voir les soulèvements qu'il y a, je pense que c'est aussi lié à la technologie. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe ailleurs. On voit que les gens ont des routes. On voit que les gens ne manquent pas d'eau et d'électricité. Mais les gens se posent dans la question qu'on dit qu'on a les sous-sols qui sont pleins. Pourquoi est-ce que nous aussi, on n'arrive pas à avoir une vie aussi décente? Donc avant, les gens n'avaient pas l'information. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas aussi qu'on pouvait manifester. Et je pense que les partis politiques ont aussi beaucoup travaillé dans ce sens-là, parce qu'ils ont appris aux gens que vous avez des droits. Vous avez le droit de revendiquer. Même si souvent, chez nous, on aime bien réprimer les revendications. Mais les gens ont le droit de revendiquer. Et du coup, derrière, il y a aussi la diaspora qui communique aussi beaucoup plus facilement avec les gens au pays. En disant que non, voilà comment les choses se passent ici chez nous, c'est pas comme ça, les gens ont le droit de faire ceci, vous êtes là, vous manquez. Et les gens disent que, mais en fait, on a tellement été privé de quelque chose qu'on ne savait même pas qu'on avait droit à ça. Et c'est ça le problème dans lequel on se trouvait. C'était qu'on ne connaissait qu'une seule personne qui peut résoudre notre problème. On ne savait pas que non, en fait, il pouvait aussi nous donner ceci, ceci, ceci. On dit que non, maintenant, il faut que les choses changent. Et je pense que c'est ça qui motive un peu toutes les générations Z là, qui sont en train de prendre les choses en main. Parce qu'ils jugent que, mais non, on ne va pas accepter que ça se passe ainsi. Donc pour moi, je mets aussi ça sur le crédit des technologies. Qui ont permis de casser ces barrières qui étaient les frontières. Et désormais, les gens savent plus que, en fait, non, on doit pouvoir me soigner. Je dois pouvoir avoir les hôpitaux de référence. Je dois. Et aussi, on nous parle de ce que nos dirigeants vont faire là-bas. Ils vont se soigner, ils restent beaucoup de temps là-bas. Mais vous savez, l'argent de qui on lui dit que c'est son argent à lui, il est dépassé, il dit que, mais pourquoi est-ce que lui va se soigner avec mon argent et moi, je meurs ici? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça va créer effectivement ces soulèvements-là. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens se lèvent généralement juste après les élections? Pour moi, il y a deux cas. Il y a le cas où la personne a bien été élue, mais le peuple juge que les choses doivent changer. En tout cas, une partie de la population juge que ça a été un choix qui ne les arrange pas et ils décident le soulèvement quitte à chasser la personne en question. Et il y a aussi les moments où ça peut être du tripatouillage. Et dans ce cas-là, le peuple est toujours souverain. C'est-à-dire que quand le peuple décide, ce n'est pas forcément la majorité, mais si 30% de la population décide de mettre le bazar, vous voyez bien le nombre de millions de personnes, les autres vont suivre. Et moi, je dis aux gens, on peut ne pas être d'accord avec ce que les gens font, mais c'est le peuple. Et le peuple est souverain. Donc, peu importe ce qu'on va décider, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Donc, ceux qui n'ont pas choisi certains candidats, ils vont subir ce que les autres ont choisi. Et on va tous avancer. Donc, moi, j'encourage les gens à manifester leur ras-le-bol. C'est-à-dire que tu ne peux pas taper un enfant et tu lui dis comment il va pleurer. C'est pas possible, ou tu l'empêches de pleurer. Donc, il faut qu'ils utilisent les moyens à leur disposition. Donc, pour moi, il faut que les gens puissent s'exprimer, c'est sûr. Il faut que les gens s'expriment. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors via les manifestations, il faut pouvoir s'exprimer. Est-ce que tu penses que ça va apporter des fruits? Alors, est-ce que ça va apporter des fruits? Si je prends par exemple le cas du Cameroun. Oui. Il y a eu déjà quelques manifestations. Tout à fait. Peut-être qu'il y en aura encore. Il y aura des décès. Il y aurait eu éventuellement des décès, oui. Ouais. Est-ce que ça portera ses fruits? C'est difficile de le dire avec de la certitude, mais je pense que les choses ne seront plus pareilles. Je pense que les choses, la mentalité des Camerounais, et je pense au fur et à mesure. Oui, il y a l'élection de 2018. C'est un travail, oui. C'est ça que j'allais dire, c'est un travail qui a eu. Avant, les Camerounais ne suivaient pas leur vote. Désormais, j'ai vu des gens, j'ai même vu des amis à moi qui sont venus me chercher le matin pour aller voter. Ils ont dit qu'on vote tous, les gars. Et ils ont suivi leur vote et ils ont regardé, etc. Donc, les choses ne seront plus pareilles. J'ai vu des Camerounais avoir une attitude républicaine lors des élections qui m'a impressionné. Même s'il y a encore beaucoup qui traînent. Mais je suis sûr que ces 50% peut-être qui se sont abstenus viendront la prochaine fois. Ça veut dire que les dirigeants, désormais, sauront que les gars, attention. Et tant que les dirigeants n'ont pas peur de leur peuple, de leur employeur, ça ne peut pas fonctionner. Or, nous, on a souvent eu l'impression que nos dirigeants, en fait, étaient dans leur tour d'ivoire et ne voyaient pas ce que le peuple est en train de vivre. Donc maintenant que le peuple sait faire ressentir les réalités de ce qu'il pense,
ben, ça va aller dans le bon sens. Donc moi, je suis sûr que les choses avanceront dans le bon sens, en tout cas. C'est pour ça que Je suis optimiste. tu dis aux benguistes que rentrer, c'est le moment. Les benguistes, pour moi, c'est pas lié aux élections qu'ils ne rentrent pas. Non, mais si quand même, parce que... Non. Je vais m'exprimer sur le coup. Parce que l'une des craintes aussi, je ne parle pas des élections, mais de la politique en général du pays. Oui. Et l'un des trucs qui fait que, d'après moi, que les benguistes ne vont pas rentrer, c'est parce qu'ils se disent que, bon, finalement, au pays, je n'ai pas de perspective d'avenir, je n'ai pas forcément de programme d'accompagnement pour m'insérer. On ne veut pas de moi. Tout à fait. Et ça découle d'une politique. Je suis d'accord, mais ça ne changera pas dans 20 ans. Quand le nouveau président arrive, imaginons que le nouveau président arrive au Cameroun, pour qu'on voit les effets de ce qu'il a fait. Ce n'est pas dans son premier mandat. C'est pour ça qu'on dit même que si éventuellement il y a une collaboration qui est faite entre les différentes politiques, c'est pour faire une transition. La transition permettra de stabiliser un certain nombre de choses et de définir les règles du jeu. Mais ça n'aura pas d'impact sur la femme qui vend ses beignets, là. Oui, on est d'accord. Je suis d'accord, mais il y a des mesures quand même qui peuvent être prises du jour au lendemain. Peut-être. Je prends la fameuse double nationalité, peut-être. Je sais que c'est ça la diaspora. Il y a la fameuse... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est quand même quelque chose je sais que c'est le problème. Les gars de la diaspora. Oui. Et moi, je pense qu'au-delà même au-delà des résultats imminents, les gens veulent avoir justement cette source d'expérience-là. Tout à fait. Je pense que plein de personnes de la diaspora se disaient que même si je ne veux pas avoir les résultats aujourd'hui, si je rentre, je peux quand même contribuer à mettre en place quelque chose qui va fleurir dans 20 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui relèveraient le pari. J'ai même des amis qui voulaient rentrer là et qui ont dit qu'ils attendent d'abord les élections. Moi, j'ai dit on trouvera toujours des excuses. Pour moi, je sais qu'on est les experts des excuses. Donc, même si ce n'était pas ça, ils auraient trouvé autre chose pour ne pas venir. Hein. Là, ils ont dit que c'est lié aux élections, ils ne viennent pas. OK. Mais je dis que lorsque l'on veut quelque chose, ne cherchons pas d'excuses. Quand les gens veulent prendre la mer pour aller en Occident, est-ce qu'ils prennent des excuses? Ils partent, ils nagent, s'ils savent qu'ils vont mourir, ils y vont, non? Pourquoi maintenant, quand il faut rentrer, c'est que non, mais quoi le problème? Quand ils prenaient la voie pour partir chez les autres, ils savaient qu'ils pouvaient mourir là-bas. Ils savaient même ce qu'ils attendaient. Quelqu'un les attendait là-bas. C'est parce qu'à l'époque, ils considéraient que leur vie était minable. Bon, voilà. Ils sont peut-être bien. Peut-être qu'ils ont plus de risques. Mais en réalité, moi je dis, je suis d'accord qu'il faudrait améliorer les conditions pour draguer la diaspora, pour qu'elle vienne investir. Je suis d'accord. Mais derrière, il ne faut pas aussi attendre que le pays vous fasse la révérence pour que vous rentriez. Sinon, les gens vont prendre les parts de marché. Ne soyez pas surpris que quand vous arrivez, il soit trop tard. Que les gens aient déjà pris des places de marché. Et que derrière, quand vous voulez bâtir votre truc, on vous dit que non, tout a déjà été acheté. Vous dites qu'on m'empêche d'investir. Non. Moi, je n'ai jamais vu un Chinois qui dit que non, c'est parce que Xi Jinping. Non. Je vais innover. Mais les gens pensent vraiment que l'État a un impact sur leurs activités. Tu connais les activités de la diaspora? Oui, l'État a un impact sur les activités. Comment ça, l'État n'a pas un impact sur les activités? Les activités de 10 millions. Tu penses vraiment que si un État change, l'activité qui devait faire de 10 millions là sera différente? Je te pose la question. Parlez-moi des brasseries qui sont impactées. Parlez-moi des gens qui investissent 1 milliard, 10 milliards. Oui, là je comprends. Mais la diaspora a beau envoyer en cumulé en Afrique plusieurs milliards, mais qui sont dispersés parce qu'on veut s'occuper de nos familles. Donc ça n'a pas d'impact. Mais tu penses vraiment que celui qui se lève pour vendre ses beignets là, demain il y a un nouveau président, la personne n'a plus vendre ses beignets, les impôts ne vont plus venir la déranger? Peut-être. Peut-être les impôts ne vont plus la déranger de la mauvaise des façons. Non. Parce que on a des business trop légers. Trop légers. Pour que ça puisse être impacté par... Non, trop léger. Dis-moi si un jour un ministre est venu te voir pour dire qu'on va arrêter ça. On ne le fait même pas dans les mines. Peut-être pas un ministre, mais... Oui, mais ça reste des fonctionnaires. Mais ces fonctionnaires qui seront toujours là demain, même si on change les règles. Toi, tu penses que la souffrance des Camerounais, pour que ça évolue, c'est pour ça que je dis que dans 10 ans, moi, je ne pense pas que le nouveau président va nous apporter, s'il y en a un, va nous apporter la révélation en 10 ans. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui prennent du temps, mais je suis d'accord qu'il y a des mesures comme la double nationalité qui peuvent inciter les gens. Mais je dis bien, demain, c'est la même dame qui m'insultait quand je voulais faire ma CNI qui sera là. Mais ne me dites pas qu'elle ne va plus m'insulter. Et moi-même, je vais l'insulter en retour. Donc, on sera tous les mêmes personnes demain. Donc, ça va prendre du temps. Et oui, c'est important de voir autre chose. Mais je dis encore que l'impact de nos business ne nous permet pas d'avoir un mot à dire ou d'être impacté. C'est ce que je dis. Quand on fait les élections, je vois tout le monde qui s'excite. On a les petits trucs de 5 millions, 2 millions, on crie. Ça n'a pas d'impact. Dites-moi ceux qui exploitent peut-être les minerais. Non, mais on fait partie du peuple. Oui, je suis d'accord. Oui, mais quand je veux dire qu'on s'excite, c'est un peu comme si genre, on a une influence ou que ça va nous détruire. Non. Il faut qu'on apprenne à être sérieux. C'est les Canadiens qui ont les mines d'or, les minerais, les machins, tout ça là, dont le changement, effectivement,
ça peut les faire paniquer en se disant que on peut prendre ça et on donne à d'autres personnes. Oui, c'est eux qui peuvent souffrir. Mais nous, on a tellement de petits trucs que restons calmes et allons voter. Mais ne faisons pas de désordre parce que vraiment, quand je vois l'importance de ce que nous on a, vraiment, non, on dérange les gens pour rien. Il faut que les choses avancent. On est d'accord. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut rester dans le... Mais ne prenons pas la même excuse à chaque fois. Que non, c'est parce qu'il y a tel ministre ou c'est parce qu'il y a tel machin que je ne fais pas. Non. Pour que le ministre arrive à te déranger. Mais on nous rit au néoport avec mon ami Kevin. Hein, quand nous, on veut donner certaines choses. Quand on parle les voir, on demande même à s'asseoir, il nous chasse. Parce qu'il nous demande que mais c'est la marchandise de combien? On dit peut-être c'est 500 millions. On dit, on vous regarde à partir de 10 milliards. Et effectivement, il y a des Camerounais qui ont des marchandises de 10 milliards. Mais on n'existe pas. Et je vais dire que c'est le ministre qui est venu me bloquer. Non, non. C'est que, essayons d'avoir de l'impact. Essayons d'avoir de l'impact, c'est tout. Essayons d'avoir de l'impact. On n'a pas de l'impact, on veut pleurer. On va encore plus nous taper. Non, il a interdit de pleurer. C'est Claudel qui l'a dit. On ne pleure pas. Donc moi, je connais dans ma position et je suis très humble. J'ai effectivement un immeuble qu'on construit et tout. Mais derrière, j'ai vu ce que les gens construisent en ville. Je suis allé me cacher. J'ai dit que mais moi qui voulais soulever que les épaules, que la diaspora, non, on m'a calmé. C'est mon architecte qui m'a dit que mais monsieur, vous nous grondez ici tous les jours. Venez un bon pain par Bastos. On a fait un peu toute la ville. Elle m'a montré, j'ai vu, j'ai dit que bon, il faut que je devienne très humble. Depuis ce jour-là, je ne parle plus. Et ça, la diaspora. On vient avec nos gros sabots, alors que les gens ont des milliards ici. On m'a encore dit qu'ils ont volé, je ne sais pas moi. Mais respectons ceux qui sont là. Respectons. Donc, faisons changer les choses, je suis d'accord. Mais ne cassons pas ce que les autres ont fait. Et ne pensons pas que c'est du jour au lendemain que le pays va devenir un havre de paix. Peut-être que ça va amener une nouvelle dynamique qui va motiver les gens à venir. Mais n'attendons pas ça pour apporter notre pierre à l'édifice, non. Parce que notre pierre déjà va être très limitée à cause de nos moyens. Parce qu'il faut se dire la vérité, on n'a pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de moyens. C'est dans la construction que j'ai compris que la diaspora, il faut qu'on soit très très humble. C'est vrai que Philippe Simon avait dit que la diaspora est pauvre. Voilà, et bon, je dirais pas pauvre, mais bon. On n'a pas l'argent. On n'a pas suffisamment de capital pour impacter, oui. On peut s'occuper de nos familles, c'est déjà bien, mais on n'a pas le capital pour impacter. C'est dans la construction que j'ai vu. Parce que quand moi je faisais les choses, je me suis dit, bon, sûrement les gars peuvent me suivre, tac, 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 mais plus tu avances, plus tu es seul. Tu regardes, tu dis, les gars qui veulent commencer à construire leur propre maison, on fait les devis, les gars paniquent. J'ai compris que c'est chaud, c'est chaud. Donc peut-être que moi je pensais que la diaspora en fait pouvait avoir de l'impact, mais je me rends compte que cette diaspora en fait a la volonté. Mais derrière eux, on n'a pas... Mais c'est tout à fait normal aussi. Mais il y a plusieurs diasporas, pardon, sans vouloir tout couper. Il y a la diaspora UK, Canada et États-Unis. Oui, moi je suis toujours resté chez les francophones. Donc c'est pour ça que je tape beaucoup sur la diaspora. Mais je ne m'adresse pas à la diaspora du Canada et US, beaucoup de respect. Canada et US quand même. Voilà, je sais qu'eux, ils sont des valeureux combattants. Voilà, mais c'est la diaspora francophone. Maintenant, c'est vrai que le Canada vit une crise en ce moment. Oui. On verra l'impact de ça sur la diaspora, mais c'est sûr que d'habitude, ouais, on a une autre mentalité. C'est ça. Anglo-saxon. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin. C'est vrai qu'on s'est dit beaucoup de choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'Occident, c'est intéressant. C'est un endroit où on peut aussi s'épanouir parce qu'il ne faut pas tout peindre en noir, mais il faut savoir pourquoi on part. Et chercher aussi à apporter de la valeur là où on vient. Et c'est pour ça que je recommande à tous mes amis, même si vous décidez de rester là-bas, de venir essayer de faire quelque chose, même si les conditions ne sont pas toujours évidentes, mais d'essayer quand même avant de dire qu'on vous a bloqué ou que ça n'a pas marché. Sophie, un plaisir de t'avoir sur le podcast. Un plaisir de partager. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Yes.